me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin, en grand nombre et malgré le verglas, le premier de l'année. Il fallait bien que ça tombe aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à M. Guy Provost, qui est vice-président exécutif et directeur des programmes au Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies. Merci. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et chaque fois que je viens dans la région, je la trouve toujours belle. Et je la trouve encore plus belle ce matin sous le couvert de neige. Et elle est belle aussi parce que pour y venir, nous devons traverser une des belles forêts du Québec en traversant le parc. Et j'ai remarqué hier soir en revenant qu'il y avait là un rassemblement de machinerie lourde tout à fait impressionnante et qui montait très bien, je dirais, la puissance et le pouvoir, je dirais, de la technologie moderne pour intervenir dans la forêt. Comme je venais à ce forum de transfert, je me faisais la réflexion à l'effet que j'espère et j'en suis convaincu qu'on manœuvre dans cette belle forêt avec toute cette machinerie en respectant, bien entendu, toutes les normes de l'art et aussi en respectant tous les résultats des recherches que vous avez faites concernant cette forêt et concernant cette écologie. C'est le deuxième forum de transfert sur la forêt boréale et son écologie à laquelle je participe. Je me rappelle très bien de la première, que j'avais trouvée très intéressante. Et à la suite de la première, je me disais que les chercheurs qui avaient le bonheur d'avoir accès à ce programme avaient une sorte de double récompense. D'abord une première parce que peut-être que vous ne réalisez pas, lorsqu'on fait quelque chose et que c'est notre métier, on en oublie parfois les beautés. Et la première récompense, c'est que vous avez le bonheur et le plaisir de pouvoir travailler dans la forêt, près des animaux, des plantes, etc. Remarquez qu'on me dit souvent, quand je parle de la forêt, que je l'idéalise un peu, le fait de travailler dans la forêt. J'en oublie qu'il y a des moustiques, que parfois c'est très humide. Je reconnais que mon expérience de travailleur de la forêt est très limitée, mais j'en ai cependant une très, très spécialisée. En effet, j'ai déjà été un planteur, mais un planteur de baobab. J'ai déjà eu l'occasion, à un moment donné, dans un séjour en Afrique, c'était la journée de la forêt. On m'a dit, « Monsieur Provost, voulez-vous planter un arbre? » J'ai dit, « Je ne veux pas planter un arbre, je veux planter des arbres. » Et j'ai dit, « Je veux planter des baobabs. » Et pourquoi des baobabs? Je ne sais pas si votre enfance a été marquée comme la mienne par Saint-Exupéry, mais pour moi, le baobab, c'est un arbre mythique et porteur de toutes sortes d'images. Alors, on avait donc répondu à mon souhait et on m'avait amené dans une forêt aménagée. Et là, je pensais vraiment pouvoir me mettre à l'œuvre et planter de nombreux baobabs. Et comme il se fait très souvent pour des visiteurs, vous savez, plus on vient de loin, plus on est bien traité. J'étais arrivé, les trous étaient toutes faites, les baobabs étaient alignés. Alors, je n'ai eu qu'à mettre en terre des baobabs. Alors, donc, mon expérience en forêt n'a rien, absolument rien de comparable avec ceux qui travaillent dans le reboisement de nos forêts québécoises. Alors, je disais donc que lors du premier forum, j'avais trouvé que les chercheurs avaient une sorte de double récompense, celle de pouvoir travailler en forêt avec tout ce que ça représente, et deuxièmement, celle aussi d'effectuer des travaux qui ont une portée réelle, qui sont bénéfiques à la fois pour la forêt ainsi que pour toutes les communautés qui en tirent profit. Et à ce sujet-là, je tiens à signaler une initiative des chercheurs et du Fonds dans la région concernant, je dirais, les recherches, les deux recherches qui ont été effectuées pour essayer d'évaluer les retombées des programmes de recherche sur la forêt boréale. Vous savez, d'évaluer l'impact de la recherche. Dans notre fonds à nous, on reçoit beaucoup de rapports, on en a plusieurs. Vous savez, ça se limite au nombre de publications, au nombre de communications, puis au nombre d'étudiants. Et ici, je pense que vous avez fait preuve d'une initiative tout à fait louable en prenant la peine de voir quelles sont les véritables retombées de ces programmes de recherche, en publiant deux études, des retombées socio-économiques de la recherche forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et aussi en ne vous limitant pas, en tentant de faire le décompte de l'ampleur des revenus et des emplois créés.
Et je pense que vous avez là ouvert une voie que je me permets très souvent de citer en exemple, parce que nous avons beaucoup de sollicitations et lorsqu'on demande quelles vont être les retombées de nature autre que la science, qui est très important, je dois vous dire que les données sur les autres volets des retombées sont beaucoup moins nombreuses et rarement disponibles. Alors, ce qui fait qu'avec des études de la sorte, bien entendu, il est beaucoup plus facile de convaincre des décideurs, peu importe leur nature, pour trouver les sous et pouvoir s'engager dans un deuxième programme. Alors, je souhaite à tous de passer une très belle journée aujourd'hui. C'est un forum de transfert. Et le mot transfert, je ne vous apprendrai rien, ça vient du latin. Mais ça veut dire offrir. Ça m'a étonné. J'avais une autre interprétation que je croyais au mot transfert. Ça vient du latin transférer, qui veut dire offrir. Et c'est un petit peu le sens de la journée d'aujourd'hui où chacun, particulièrement les chercheurs, sont ici pour nous offrir leurs réflexions, les résultats de leurs recherches, leurs solutions, et que nous sommes là en tant que soit utilisateurs ou à d'autres fins pour recevoir et essayer de tirer profit de ces présents qui nous seront donnés. Alors, je souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, M. Provost. J'inviterai maintenant M. Régent Bergeron, président du Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à vous d'adresser quelques mots. Merci. Alors, Mme Reid, M. Provost du FQRNT, je me permets aussi de souligner la présence de Mme Ursula Larouche, qui est maintenant attachée politique au bureau cabinet de M. le ministre Blackburn et qui a été notre directrice pendant plusieurs années. Alors, bienvenue et bonne journée avec nous, Ursula. Ça nous fait plaisir de te saluer. Alors, tout le monde se rappelle qu'en 2001, la région a signé une entente spécifique sur la recherche forestière en forêt boréale. Nous sommes très heureux de votre présence au deuxième forum de transfert sur la forêt boréale et son écologie et d'avoir l'opportunité de vous présenter les résultats des travaux de 7 projets de recherche réalisés dans le cadre du deuxième concours de l'action concertée sur la forêt boréale. Je suis assuré que les résultats qui vous seront présentés aujourd'hui répondent à des problématiques et besoins spécifiques identifiés par les utilisateurs de la région en 2001 et 2002. Nul doute qu'ils apporteront des réponses aux aménagistes de la forêt boréale, autant en région qu'ailleurs au Québec. Ils permettront également l'avancée de nouveaux savoirs sur la valorisation des essences de la forêt boréale. Avec le concours du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies, un partenaire financier majeur de l'entente spécifique, tous les projets ont été soumis à un processus rigoureux au niveau de la pertinence des besoins et de la valeur scientifique des projets. Je tiens à remercier les utilisateurs qui ont participé au processus d'identification des besoins de recherche et de pertinence et tous ceux et celles qui ont appuyé les chercheurs dans la mise en œuvre de ces projets. Un merci également aux autres partenaires financiers, soit le ministère des Ressources naturelles de la Faune, les MRC du Fjord du Saguenay, du Lac-Saint-Jean-Est, Domaine du Roi, Maria-Chapdelaine, Ville de Saguenay et le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation. L'entente spécifique sur la recherche forestière, c'est un bel exemple d'une gestion décentralisée des ressources naturelles au profit de la région et un modèle d'un grand succès. Aujourd'hui, je pense que dans les prochaines heures, on pourra confirmer officiellement qu'il y aura une deuxième entente. Cette fois-ci, ce sera une entente de partenariat avec le FQRNT. On est à quelques heures d'avoir la nouvelle du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui c'est le dernier élément qui nous manque pour tout attacher le financement pour nous permettre, encore une fois, de supporter des projets, encore des projets de recherche pour les prochaines années. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que nos chercheurs seront fort intéressants comme ils l'ont été lors du premier exercice. Bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Et maintenant, pour débuter les conférences, j'aimerais vous présenter la personne qui sera responsable de l'animation
des conférences pour cet avant-midi, qui est Mme Diane Bouchard, qui est directrice générale de l'Association forestière de la région. Alors, à toi, Diane. Merci, Josée. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin et permettez-moi, avant de commencer, de faire un petit message du commanditaire. Pour les gens de la région, ils sont habitués. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au congrès de l'Association forestière, je vous rappelle que c'est vendredi, le 1er décembre, à l'hôtel du Jardin de Saint-Félicien, et le thème est forêt et bois, valeurs environnementales. Je vous remercie. C'était mon message du commanditaire. Revenons à ce forum. Avant de débuter les présentations, je vous signale que les présentations PowerPoint vont être disponibles sur les sites du Fonds de la recherche forestière et du FQRNT. Pour ce qui est du déroulement de la journée, le temps alloué pour chacune des conférences est de 20 minutes. Et je rappelle aux conférenciers, quand ils vont avoir atteint 15 minutes de conférence, on va leur faire un petit signal leur disant qu'il leur reste 5 minutes et ainsi de suite pour le 2 minutes. Et non, vous n'êtes pas éjectable après 20 minutes, là, mais on vous demande d'essayer de vous conformer au temps. On va débuter ce forum avec les conférences qui touchent le domaine de la forêt. Lors du forum d'orientation de 2002, les utilisateurs de la forêt boréale ont clairement souligné l'importance d'étudier l'indice de la qualité des stations et l'évolution des peuplements juvéniles. La première conférence de ce forum de transfert vise à répondre à cette problématique. Ce projet de recherche, qui regroupe les chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, a été réalisé avec la participation d'Abitibi-Consol et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. J'invite Mme Cornelia Krause, responsable du projet, à venir présenter sa conférence qui a pour titre « Établissement des courbes d'accroissement en volume des plantations d'épinettes noires en forêt boréale, Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Mme Krause. OK, ça commence. Je suis un peu plus petite que la moyenne, je pense. Merci, ça fait un grand plaisir d'être ici, de vous présenter quelques-uns des résultats qu'on a obtenus les derniers 3 ans sur le projet l'établissement des courbes d'accroissement en volume des plantations d'épinettes noires en forêt boréale dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, vous savez tous, après une coupe forestière, normalement 80% du territoire se régénère naturellement et seulement dans 20% ont fait recours à des plantations. Au Québec, l'espèce qui est la vedette au niveau de la plantation, c'est l'épinette noire. On parle en moyenne de 36 000 hectares replantés, et ça, c'est une moyenne au Québec pour les années 1999 à 2004. Et dans la région 02, on parle environ 20 000 plantes reboisées par année. Quel rendement on attribue à ces plantations? Je m'excuse. Des courbes et tables de rendement ont été établies par Préjean et Hall en 1996 et sont disponibles principalement pour les régions du sud de Québec pour l'âge des plantations 15 à 35 ans. Si votre plantation est plus âgée que 35 ans, on utilise des tables de rendement des peuplements naturels. Et si, par circonstances, votre plantation a moins que 6 mètres de hauteur à l'âge de 25 ans, on n'a pas vraiment des courbes de rendement établies par Préjean qui peut être utilisées. Et dans ce cas, on attribue un rendement de peuplement naturel de densité forte ayant une IQS à 50 ans de germer. Et ensuite, on a en laboratoire identifié à partir de cette date de germination, c'est quoi la croissance en longueur année par année, ça veut dire la croissance internodale.
Et ensuite, à tous les 50 cm, on a mesuré les largeurs de cerne le long de la tige. Ça nous permettait de faire une reconstruction très, très précise de l'accroissement en volume annuel et également cumulé de chaque tige récoltée, qui fait ici, c'est un peu la formule qu'on a utilisée avec les troncs tronqués, dans lesquels vraiment la pousse en longueur était mis dans l'équation et les largeurs de cerne à tous les 50 cm. Le premier résultat que j'aimerais vous présenter, c'est juste un petit aperçu de la précision on peut avoir avec une analyse de tige internodale versus une analyse très grossière, mais qui est souvent utilisée en foresterie. On utilise uniquement un cône avec les paramètres hauteur et le diamètre. Ici, vous avez un tableau, et je ne veux pas aller vers les chiffres, mais vous avez les deux méthodes, cône unique versus analyse de tige internodale. Et comme j'ai déjà mentionné, ça, c'est vraiment, je pense, le plus précis. On peut aller dans la reconstruction, l'accroissement annuel en volume. Mais regardez juste ici la surestimation si vous prenez le cône unique. Ça veut dire hauteur et diamètre. Vous pouvez aller jusqu'à une surestimation de 60%. Je pense que je vais mettre déjà un petit puce à l'oreille sur peut-être la méthode n'est pas la plus précise. Les résultats suivants vont être un peu différents. Cela, je veux présenter. Dans ce cas, je veux regrouper mon pool de données, soit prendre les 2 plantations sur 3, et je présente juste une courbe par les plantations. Les 4 sites endémiques vont être regroupés, les 4 sites épidémiques vont être regroupés, et par groupement, je prends seulement par site les 3 individus dominants qui représentent qu'est-ce que le ministère fait normalement. L'évaluation se fait par les 3 individus dominants. Vous voyez, tout à l'heure, on avait 3 plantations. Là, je parle juste 2 plantations. Cette plantation de 1988 était sur une terrasse sablonneuse et il y avait vraiment des conditions différentes que tous les autres sites dans notre étude, qui fait, on l'a exclu qu'il y avait des croissances effectivement très faibles. J'espère que je suis assez claire. Ça veut dire ici, on parle de 6 individus qui vont maintenant faire les courbes qui vont suivre. On parle de 12 individus pour les sites endémiques et 12 pour les sites épidémiques. Le premier résultat à montrer, c'est la croissance en hauteur ou la croissance internodale. On commence vraiment l'année, la germination, et chaque année consécutive, on n'a plus échelle ici temporelle au niveau de l'année calendrier, c'est plus une échelle l'âge cambial, et la croissance en hauteur en centimètres. Vous avez en bleu, et ça va suivre tout le long, les sites endémiques, en rouge des sites épidémiques et en vert les sites plantations. Qu'est-ce que vous pouvez observer? La croissance en hauteur va graduellement augmenter et se circule à un moment donné autour de 30 cm pour les sites issus feu. Et on voit un retard atteindre ces 30 cm pour les sites épidémiques. On voit vraiment un impact de l'épidémie sur la croissance en hauteur. Si on superpose maintenant la croissance en hauteur de nos 6 individus des plantations, on voit le départ est comparable avec les sites endémiques. Par contre, on peut atteindre des croissances en hauteur jusqu'à 60 cm. Ça veut dire une croissance en hauteur plus importante au niveau des plantations. Je présente ce résultat sous une autre forme en plus, et ça, c'est la croissance internodale cumulée. Ça veut dire on va juste regarder à 5 ans, c'est quoi la hauteur de mes individus à 10 ans, à 15 ans, et pour les sites épidémiques aussi à 20 et 25 ans. Qu'est-ce que vous remarquez ici, qui est probablement aussi un résultat intéressant?
ce n'est pas une relation linéaire. Vous pouvez avoir des changements en fonction de la croissance en hauteur. Et on voit encore les sites épidémiques ont une croissance en hauteur cumulée beaucoup plus lente que les sites endémiques et encore plus lente que les plantations. Il ne faut pas se cacher, c'est très beau ça, regardez. Par contre, plus vous avancez dans le temps, plus vous avez des variations de vos résultats. Ça veut dire, dès que vos sites sont relativement jeunes, le peuplement va être très homogène et plus vous avancez dans le temps, plus vous avez des variations dans vos données. Les prochaines deux images vont parler de l'accroissement en volume et le premier, c'est l'accroissement annuel en volume. Et encore, les sites endémiques et épidémiques montrés en premier. Si vous vous souvenez, notre hypothèse de départ, ces courbes, ils suivent très bien la courbe en S. Ça veut dire on a un départ très lent de l'accroissement annuel en volume, suivi par la phase exponentielle et la courbe en S. En passant, cette réduction ici, c'est dû à une épidémie de tordeuse de bourgeons de l'épinette. Encore ici, on voit les sites épidémiques sont plus lentes à faire un accroissement annuel en volume que les sites endémiques. Et les plantations ont vraiment un démarrage en accroissement annuel en volume qui est beaucoup plus rapide. On peut regarder maintenant l'accroissement cumulé en volume. Vous voyez encore, on a les premières phases de la courbe en S. Par contre, on ne voit pas ici le ralentissement qui devrait suivre. Et ça, ni sur les sites endémiques, ni sur les sites épidémiques. Vous pouvez dire peut-être 50 ans, ce n'est pas suffisamment long pour aller vers ce ralentissement. Par contre, nos sites y allaient jusqu'à 1920, qui veut dire mes arbres avaient jusqu'à 70 ans, et même à cette échelle, on n'avait aucun ralentissement au niveau tige, au niveau volume cumulé. Et encore, on voit la plantation se distingue. Le départ pour avoir un volume cumulé est plus rapide pour aller vers la phase exponentielle. Je pense que j'ai déjà montré notre hypothèse de départ au niveau le volume cumulé, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire ma prémisse de faire ici un facteur de correction pour faire mon extrapolation de volume cumulé des plantations, je ne pouvais pas le faire. J'ai pris 3 approches différentes pour quand même donner une idée, c'est quoi le volume des plantations ou ces 2 plantations on a étudié. La première méthode, c'est une méthode très, très conservatrice. On avait regardé au moment de la récolte, ça veut dire nos plantations avec 15 ans environ, on avait déjà un gain en volume cumulé de 10 ans versus les sites endémiques, qui fait, on a regardé le volume à 35 ans au niveau de la courbe endémique, parce qu'on savait on avait déjà gagné 10 ans, et on a juste transcrit c'est quoi le volume les plantations devraient avoir à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans. Ça, c'est vraiment la méthode la plus conservatrice. La deuxième méthode, c'est utiliser uniquement les données, les plantations et faire une extrapolation en utilisant une courbe de tendance sigmoïde, le Chapman-Richardson, où on vraiment fait une extrapolation. Et je pense que c'est peut-être la méthode qui est peut-être la plus juste. Encore là, vous avez vu, on n'avait aucun ralentissement au niveau des sites endémiques. Et la troisième méthode, c'est la méthode Farfolu. On a juste pris la courbe des plantations qui était dans la phase exponentielle et on l'a fait suivre. Mais vous voyez très bien, à 40 ans, vous avez un volume par tige qui est complètement exorbitant, qui fait c'est certainement bien trop haute cette évaluation. Je vais aller vers mes conclusions. Ça veut dire la phase juvénile, qu'est-ce qu'on avait vu sur les 165 individus? L'accroissement en hauteur, en volume,
et en volume sont très lentes, au moins pour les premières 10 à 20 ans. Ça veut dire une évaluation du volume et le potentiel, ça ne s'exprime pas vraiment dans les premières années de la vie des individus. Mais tous les 75 individus ont suivi une phase exponentielle après. Et on avait également obtenu la croissance internodale au niveau des plantations était plus rapide que au niveau des sites naturels. Au niveau de l'impact, une période de défoliation par la tordeuse de bourgeon de l'épinette, je pense que vous avez vu sur toutes les courbes que j'ai montrées, la courbe rouge, ça veut dire des sites épidémiques, était toujours en bas, plus faible que toutes les autres. Et je pense qu'il faut peut-être dire, oui, on a un impact négatif sur la croissance en hauteur et en volume dès qu'on a des épidémies de tordeuse de bourgeon de l'épinette dans la période installation un peuplement. Ça m'amène sur des applications, peut-être plus pour des forestiers. Si on regarde la relation à bas âge, est-ce qu'on peut vraiment dire la hauteur et le diamètre est un bon paramètre pour calculer le volume futur? Je pense qu'il faut mettre beaucoup de points d'interrogation à cette relation qu'on fait actuellement. Et je pense qu'on peut dire le potentiel, l'accroissement dans les premières 10 à 20 ans n'exprime pas le potentiel du peuplement. Dû au fait, on est encore dans la phase où l'arbre s'installe, il n'a pas encore démontré sa capacité de croître en hauteur et en diamètre. Et je pense qu'il faut réfléchir, est-ce qu'on devrait effectuer des plantations durant les périodes de défoliation par la tordeuse de bourgeon de l'épinette, parce que ça pourrait avoir un impact majeur au niveau le rendement qu'on va obtenir dans ces plantations. Juste avant de terminer, quand même, vous avez vu, il fallut déterrer des souches, ça prend toute une équipe. Les premières étaient déjà montrées tout à l'heure, pointées plus côté cerveau. Et ici, je dirais, c'est beaucoup côté bras. Avec ça, je demande vos questions. Merci.